La première réflexion que je me faisais, c'était que, effectivement, il y a la question des déplacements humanitaires apparaît dans ce texte comme émergeant bien avant 1989, mais plutôt dans le courant des années 70, donc avant même que l'Empire soviétique s'effondre. Est-ce que ces déplacements de population, bon, je ne sais pas si le Biafra peut rentrer dedans, mais en tout cas avec le Pakistan, bon, ça c'est une question sur laquelle tu vas pouvoir nous éclairer. Est-ce que c'est ça qui est un déclencheur d'un nouvel humanitaire, ou est-ce que finalement les organisations humanitaires étaient déjà en place, venaient répondre à des mouvements moins visibles, ou est-ce qu'il y a un changement véritablement dans ces années-là? Oui, je crois que le changement... un changement très important ou une évolution très importante s'est produite dans les années 70 dans le contexte de nouveaux conflits apparaissant, de conflits apparaissant au sein des nouvelles nations issues de la décolonisation. Et c'est dans cet espace qui apparaît sur la scène politique que l'on voit se constituer des territoires particuliers qui vont devenir les sanctuaires ou les territoires humanitaires par excellence pendant plusieurs années, et au sein desquels de nombreuses organisations humanitaires sont nées ou ont développé leur technique d'action. C'est le cas par exemple de Médecins sans frontières, qui a été créé à la suite de 2 conflits de sécession qui ont donné lieu à d'importants mouvements de population et qui ont fait de nombreuses victimes. Ces 2 conflits étant, l'un, une guerre qui a échoué, une guerre de sécession qui a échoué, qui est la guerre du Biafra, puisque le Biafra n'est pas devenu indépendant, qu'il est resté au sein du Nigeria, mais également, presque simultanément, au Pakistan, en 1970, lorsque un soulèvement au Pakistan oriental a été suivi d'une répression extrêmement violente, laquelle a donné lieu à un déplacement massif, comme on en voit en particulier en Asie centrale, c'est-à-dire 10 millions de personnes qui se sont réfugiées du Pakistan oriental vers l'Inde. Et il est déjà intéressant de relever que en 71, enfin en décembre 70, janvier 71, Indira Gandhi, qui était alors Premier ministre de l'Inde, a utilisé la présence des réfugiés, de ces millions de réfugiés, et a invoqué de façon très insistante la violence de la répression qui s'était abattue contre le soulèvement du Pakistan oriental, donc s'appuyant sur des questions humanitaires et la défense des droits de l'homme, réfugiés, répression, pour légitimer l'invasion du Pakistan oriental et l'installation à Dhaka, sa capitale, du parti indépendantiste qui s'appelait la Ligue Awami, dirigé par Mujibur Rahman, qui était donc le premier dirigeant du Bangladesh. Donc cette mobilisation, cet événement a donné lieu à quelque chose qui peut paraître très futile, mais qui est resté dans la mémoire et qui, je crois, symboliquement compte beaucoup pour la suite. C'est le premier grand concert mondial qui s'appelle le Concert pour le Bangladesh, dans lequel John Lennon s'est particulièrement illustré, mais qui a rassemblé, au-delà de cette figure particulière, l'ensemble des pop stars de l'époque, qui a été, donc encore une fois, le premier concert mondial, qui a donné lieu à un disque qui est une légende, et qui, au demeurant, est assez intéressant à regarder parce que la vignette, sur la pochette de ce disque, malheureusement, je ne suis pas un bon utilisateur de PowerPoint et de l'iconographie, mais vous pouvez le trouver sur le net sans aucun problème, qui a donné lieu donc à ce disque avec comme image, comme icône au milieu de ce disque,
un enfant affamé, recroquevillé sur lui-même, décharné, et on peut dire que c'est à la suite de cet événement et du concert qui a été une de ses conséquences que le tiers-monde est montré publiquement et symbolisé en quelque sorte sous les traits d'un enfant décharné, innocent par définition, comme tout enfant, et donc appelant à la sollicitude, à l'assistance extérieure. Donc la création de Médecins sans frontières, qui a été un peu le chef de file de la deuxième génération de l'aide humanitaire, celle qui est apparue dans les suites de la colonisation, ces conflits qui ont entraîné des déplacements de population par millions, aussi bien au Biafra qu'au Bangladesh, indiscutablement dresse un peu la scène sur laquelle vont prendre place les acteurs humanitaires de la deuxième génération. Qu'est-ce que c'est que ces acteurs humanitaires de la deuxième génération ? En deux mots, pour préciser un peu, mais ce n'est pas là-dessus que je vais développer. Ce sont des acteurs qui ont à la fois la capacité de mobiliser l'opinion, enfin, pas la capacité, car elle existait déjà sans doute auparavant, mais qui font de la mobilisation de l'opinion un instrument de leur action, et notamment avec l'image et le développement de la télévision dans les années 60-70 n'est certainement pas étranger à cette capacité de mobilisation. Et puis c'est aussi, dans une certaine mesure, et je dis bien dans une certaine mesure seulement, une nouvelle forme d'action qui est en relative rupture par rapport à ce qui se faisait auparavant, puisqu'elle se développe selon une segmentation professionnelle. Médecins sans frontières en étant un exemple particulièrement éloquent, puisque ce sont des médecins qui se rassemblent pour exercer leur métier dans un cadre et avec une intention humanitaire. Et d'ailleurs, c'est assez français, ou disons assez largement répandu dans le monde francophone, peut-être plus que dans le monde anglo-saxon. Mais ce découpage professionnel où on voit des médecins sans frontières, des artisans du monde, des architectes sans frontières, des ingénieurs sans frontières ou du monde, et ainsi de suite. Et comme de temps en temps je le fais remarquer, je me dis que à peu près toutes les professions, à l'exception de celle de douanier, peuvent s'organiser sur ce mode profession sans frontières. Et c'est une forme d'action qui est annonciatrice de cette professionnalisation ultérieure où non seulement on met son savoir-faire professionnel au service de l'humanitaire, mais en plus on élabore des savoir-faire et des techniques spécifiques à l'intérieur de ces cadres professionnels, donc spécifiques aux territoires particuliers sur lesquels on va intervenir. Donc je referme la parenthèse sur cette évolution pratico-pratique de l'humanitaire pour revenir sur la question des déplacements de population. Et ce qui renforce aussi cette idée que ces déplacements ont été vraiment au cœur du développement de la nouvelle génération de l'humanitaire, c'est ce qui s'est passé à la fin des années 70, disons à partir de 75, et ensuite pour une période durable. Et je crois qu'on peut dire qu'aujourd'hui nous sommes encore dans cette période, même si elle a connu des remaniements, des reconfigurations importantes. Ce qui se passe donc à partir de 75, c'est ce qu'on pourrait appeler l'offensive soviétique dans le tiers-monde, offensive qui est contemporaine d'un recul dans le monde industriel. 75, ce sont les accords d'Helsinki, la concession faite par l'Union soviétique aux droits de l'homme dans leur version civile et politique, donc cette fameuse troisième corbeille des accords d'Helsinki, et c'est, disons, le discours de la détente. C'était ce mot-là, c'est à cette période-là d'ailleurs que la formule est apparue, et de façon tout à fait, je crois que c'est pas de la langue de bois diplomatique, surtout avec le recul, on voit que les relations Est-Ouest
dans le monde industriel, dans le Nord, comme on dit maintenant, se détendent réellement, que des accords de coopération, de désarmement sont en cours. Mais cette détente, elle contraste avec un activisme stratégique, militaire, politique, extrêmement dynamique dans une bonne partie des pays du tiers-monde. Et ça correspond, par exemple, à la montée des mouvements de guérilla en Amérique centrale, avec la victoire au Nicaragua, mais aussi l'intensification de la guerre au Salvador, au Venezuela, en Colombie et dans d'autres pays latino-américains, surtout d'ailleurs au nord du cône latino-américain et dans l'isthme. Donc disons en Amérique centrale, en Afrique australe, avec la victoire des mouvements anticolonialistes, mais qui ne sont pas seulement anticolonialistes, qui sont aussi des partis communistes, en Angola et au Mozambique, avec le basculement dans le camp soviétique de l'Éthiopie, donc symboliquement la puissance africaine par excellence. Je rappelle que l'Éthiopie, c'est le pays africain qui a résisté le plus à la colonisation et qui est le siège de l'OUA. Enfin, donc l'Éthiopie passe du côté communiste et ce sont les guerres d'Érythrée et de l'Ogaden qui sont à ce moment-là activées ou réactivées. L'Asie centrale, avec l'invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique et les énormes déplacements de population qui en sont la conséquence. Et puis enfin, je le garde pour la fin, mais c'est d'une certaine manière le commencement, enfin l'événement majeur, la victoire au Vietnam, au Laos et au Cambodge, des mouvements révolutionnaires communistes qui prennent à ce moment-là le pouvoir. Donc on voit se dessiner un arc de crise complexe, Amérique centrale, Afrique australe, Afrique de l'Est, Asie centrale, Asie du Sud-Est. On voit se dessiner un arc de crise qui est fait d'une série de mouvements insurrectionnels armés qui prennent le contrôle de territoires importants, soit en étant, c'est le cas de l'Amérique centrale, directement en rapport avec le monde communiste, essentiellement pour l'Amérique centrale avec le monde avec Cuba naturellement, soit dans d'autres situations, des pouvoirs communistes qui sont à l'origine qui entrent dans une situation conflictuelle avec des oppositions armées qui, elles, sont aidées par le camp occidental et qui dessinent à la fois dans les pays concernés des espaces qui échappent au contrôle du pouvoir central et à la lisière, de l'autre côté de la frontière, on voit se dessiner des camps de réfugiés qui sont de plus en plus nombreux. Pour chiffrer juste un seul moment cette évolution, je le rappelle, c'est dans le papier, mais des fois les chiffres passent vite. Entre 1976 et 1982, on passe de 3 millions à 11 millions et demi, 12 millions de réfugiés uniquement dans le tiers-monde. Donc le phénomène des réfugiés qui, comme le montre le texte d'Hannah Arendt, était un phénomène vraiment essentiellement européen. Ce texte donc, apporte évidemment sur l'entre-deux-guerres, mais c'était vrai également dans l'après-guerre, puisque avec, disons, la montée de la guerre froide, le mur de Berlin, le phénomène réfugié était un phénomène européen. D'ailleurs, je rappelle, ou peut-être je vous l'apprends, que le Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies, donc le HCR, qui est l'agence des Nations Unies mise en place pour apporter une protection juridique et, le cas échéant, une assistance matérielle aux réfugiés, a été créé pour l'Europe. Et le phénomène des réfugiés était un phénomène européen, comme d'ailleurs le HCR d'avant-guerre, avec le passeport Nansen et les mesures prises pour porter l'assistance à ces réfugiés de l'époque, donc était aussi exclusivement européen. Donc ce déplacement dans le tiers-monde est un élément, disons, essentiel de cette période postcoloniale
dans laquelle prennent place, enfin, à l'intérieur de laquelle se développent les nouveaux organismes humanitaires. Et par exemple, pour Médecins sans frontières, les camps de réfugiés ont été le terrain de l'essor, de la mise en place de techniques, mais également du développement médiatique de MSF, qui a certes, avant les camps de réfugiés, déjà eu l'occasion de se faire connaître un petit peu, mais qui assure dont la renommée, parce que ce n'était pas une stratégie pensée, ce sont les circonstances qui ont largement agi, mais qui, dans le contexte des camps de réfugiés, devient fameux pour les techniques de mise en place de dispensaires, de centres médicaux d'urgence, mais également pour ces interventions clandestines, c'est-à-dire des franchissements de frontières illicites, dans le but de mettre en place des structures médicales à l'intérieur des zones de guérilla, comme en Afghanistan, cas le plus célèbre, mais également en Érythrée, au Salvador, en Angola, donc les différents pays que j'ai cités. Donc on voit que ces sanctuaires humanitaires, comme on a pu les appeler, l'expression est de Jean-Christophe Ruffin, ces sanctuaires sont à la fois des lieux de développement de l'action humanitaire, mais également des lieux où et le paradoxe n'est qu'apparent, des lieux où se remanie et où se rejoue le conflit. Car un camp de réfugiés étant le produit immédiat de la guerre, et étant situé presque systématiquement à très peu de distance de la zone conflictuelle, pour l'essentiel, les camps de réfugiés sont installés aux frontières des pays en guerre, et ça n'est pas seulement disons, pour des raisons pratiques, parce que les réfugiés franchissent la frontière, et puis une fois qu'ils l'ont franchie, ils s'installent là où ils le peuvent, mais c'est aussi parce que les camps de réfugiés sont des passerelles entre la population déplacée et les mouvements de guérilla, et parfois plus que des passerelles, également des territoires dans lesquels l'autorité des mouvements de guérilla s'établit, et donc ces mouvements procèdent à des levées de taxes, à des recrutements de combattants, mais utilisent également ces camps pour assurer leur propre fourniture en médicaments, en vivres, et dans certains cas également assurer le repos, enfin disons la mise entre parenthèses, le repos que les combattants doivent pouvoir connaître, histoire de garder l'efficacité au combat qui est nécessaire. Donc le lien entre ces territoires humanitaires et les mouvements armés qui sont dans la guerre, qui a provoqué l'existence de ce territoire, tout cela est évidemment très intriqué, très directement mêlé. Et à l'époque de la guerre froide, ces réfugiés, donc jusqu'à la chute du mur, ces réfugiés étaient considérés comme des manifestations visibles, incontestables, de la supériorité morale des régimes démocratiques sur les régimes communistes. Et donc ces gens qui votaient avec leurs pieds, pour reprendre une expression de l'époque, étaient l'objet d'une réelle sollicitude de la part du camp occidental qui finançait les ONG, qui finançait les Nations Unies qui étaient à l'œuvre dans ces camps, Agence des Nations Unies et ONG. L'épisode le plus célèbre, pour certains d'entre nous, en tout cas qui en ont sans doute une mémoire directe, c'est celui des Boat People vietnamiens, qui ont donc fui le Vietnam en bateau, et dont beaucoup se sont noyés en traversant la mer de Chine, se sont noyés ou ont été noyés par des pirates pêcheurs, ce qui a donné lieu à une très intense campagne menée par des gens qui allaient ensuite promouvoir le droit d'ingérence. Je pense évidemment à Bernard Kouchner, à André Glucksmann, qui étaient les principaux promoteurs de ce droit, et qui d'ailleurs, étant dans cet endroit, enfin dans le cadre de la Fondation Auschwitz, je ne peux pas m'empêcher de faire cette allusion, qui ont
décrit les réfugiés, les boat people vietnamiens, comme des victimes d'un nouvel Auschwitz. Par exemple, André Glucksmann décrivait la mer de Chine sur laquelle donc naviguaient, enfin que tentaient de traverser les boat, enfin que tentaient, beaucoup ont réussi, mais malheureusement beaucoup ont échoué et sont morts de façon affreuse, mais décrivait donc la mer de Chine comme un Auschwitz liquide. Et Kouchner, livrant des vivres avec l'île de Lumière, enfin Kouchner dont le bateau avait livré des vivres au Cambodge, avait écrit un papier titré « J'ai remonté le Mékong », donc le grand fleuve qui traverse l'Asie du Sud-Est, j'ai remonté le Mékong jusqu'à Auschwitz. Donc la référence à Auschwitz était centrale, et puisque on est aussi dans le contexte disons, Arendt fait partie de l'arrière-fond intellectuel avec lequel on raisonne, la théorie arendtienne, enfin l'analyse politique arendtienne selon lesquelles, disons, le concept de totalitarisme où se rassemblent dans des formes communes le régime hitlérien et le régime stalinien. Donc ce rassemblement des deux fournit à ceux qui parlent d'un Auschwitz liquide ou d'un Auschwitz territorial pour le Cambodge, fournissent en quelque sorte l'armature théorique, puisque l'équivalence des régimes staliniens et nazis et hitlériens, donc l'équivalence des régimes communistes et nazis, et donc le centrement de ces régimes sur le modèle du camp de concentration, lequel modèle est incarné, enfin, se dessine comme sous le symbole d'Auschwitz. Voilà comment tout cela converge avec une sorte de structure intellectuelle qui n'est pas dépourvue de fondement, me semble-t-il, et dont je crois aussi on a beaucoup abusé. Mais enfin, je citais ce moment, ces façons de décrire la situation pour camper le paysage intellectuel dans lequel on se trouvait. Donc les réfugiés étaient les victimes du totalitarisme et l'humanitaire, agissant dans les camps, se construisait aussi très largement sur un mode que l'on considérait comme antitotalitaire. Et là aussi, c'est peut-être pas tout à fait indifférent à noter, ce mouvement antitotalitaire, enfin cet humanitaire antitotalitaire, a été une ressource de légitimation, comme on dit à Sciences Po, pour le mouvement néoconservateur, pour les théories néoconservatrices, dont André Glucksmann et Bernard Kouchner sont les porte-voix qui comptent, avec quelques autres, mais peut-être les principaux en France, et on les retrouve, je cite au passage, je ne peux pas m'en empêcher, mais je pense que c'est vraiment intéressant à avoir à l'esprit, ont été des soutiens actifs des interventions militaires au Kosovo, puis en Irak. Avec, je vous le rappelle, des arguments tout à fait comparables. L'Irak, c'était Saddam égale Hitler, et le Kosovo, c'était Milosevic égale Hitler. Et dans les deux cas, on parlait de génocide, de grands massacres, de déplacement de population. Bref, l'ensemble des éléments de cette configuration se retrouvait sans peine dans ces représentations. Donc tout au long des années 80, je reprends là le fil de mon récit, puis j'arrêterai pour peut-être passer à un aperçu suivant. Tout au long de ces années 80, les techniques, les savoir-faire, les dispositifs matériels et institutionnels se construisent dans les camps de réfugiés. Et pour MSF, exemple que je connais bien sûr le mieux, les camps de réfugiés ont vraiment été le creuset
où se sont faits, où se sont conçus nos savoir-faire spécifiques. Par exemple, la capacité logistique importante que MSF a construite est très largement due à son action dans les camps de réfugiés, puisque par définition, un camp de réfugiés, ça se constitue dans une zone, enfin pas par définition, pardon, mais par sens pratique et sens politique, ça se construit dans une zone un peu à l'écart des populations déjà résidentes, dans une zone généralement peu accueillante. Quand il y a de l'eau, des terres cultivables, eh bien, les populations s'y installent. Enfin, ce sont généralement des régions qui sont habitées. Donc quand il y a un afflux de dizaines, voire de centaines de milliers de personnes, on leur réserve des endroits proches de la frontière qui sont relativement hostiles, ou en tout cas peu accommodants. Si bien que pour assurer le ravitaillement en vivres, la fourniture d'eau, la mise en place des secours en général, les moyens de logistique, c'est transport, communication et entretien de tout ce dispositif sont absolument essentiels. Donc, parmi les réquisites qu'exigeait donc la mise en place de cette assistance aux réfugiés, la construction d'une capacité logistique était absolument essentielle. Et ce sont donc ces capacités logistiques que de nombreuses ONG, dont MSF, ont ensuite exportées pour les mettre au service en les accommodant, pas toujours suffisamment d'ailleurs, parfois ce sont des exportations un peu trop brutes de décoffrage, mais ce sont ces méthodes que MSF et quelques autres ont exporté des camps et ont appliqué à d'autres situations, ce qui leur a donné des moyens d'intervention, par exemple, dans les conflits ouverts ou dans les situations d'épidémie, leur a donné donc des moyens d'intervention particulièrement efficaces et rapides. Voilà, donc peut-être que j'aurais dû aussi rajouter, même certainement aurais-je dû rajouter ou préciser, quand je disais que les réfugiés dans les années 80 étaient, disons, étaient l'objet d'une grande sollicitude de la part du camp occidental, pour les raisons que j'ai dites, c'est-à-dire liées à la guerre froide. L'action qui était menée dans ces camps de réfugiés faisait aussi l'objet d'une couverture médiatique, je l'ai indiqué au passage, mais je n'ai pas insisté dessus, faisait l'objet d'une couverture médiatique importante. Donc le réfugié était un personnage positif à l'époque. Et ceux qui apportaient l'aide aux réfugiés étaient positivement connotés également. Tout cela a changé brutalement avec la chute du mur et la fin de la guerre froide. Donc, lorsque le réfugié, la figure du réfugié, a été brutalement dépouillée de cette vertu démonstrative dont elle était parée jusqu'alors, pour devenir simplement l'image d'un fuyard, d'un migrant, de quelqu'un qui demande asile et qui finalement vient chercher une pitance qu'il ferait mieux de gagner dans son propre pays. Donc d'une connotation positive dans les années 80, on est passé à une connotation négative dans les années 90, et je crois que cette situation n'a pas vraiment changé. Et par contraste, on voit à quel point, lorsque des réfugiés retrouvent cette fonction démonstrative qui était la leur dans les années 80, ils font tout de suite l'objet d'une attention positive importante. Par exemple, en France, vous avez peut-être vu qu'à la suite de cet attentat affreux qui a frappé une église à Bagdad, qui a causé une centaine de morts, je crois, la France a accueilli plusieurs dizaines, on parle de quelques dizaines, hein, on est bien loin des quantités, mais tout de même, a accueilli plusieurs dizaines de chrétiens blessés et de leur entourage. Donc au total, il doit y avoir à peu près une centaine de personnes, je n'ai plus les chiffres précis en tête. Et Éric Besson, qu'on a connu plus déterminé dans sa volonté de faire la chasse
aux étrangers, a immédiatement proposé de leur offrir l'asile, de leur donner le statut de réfugiés, et bref, d'ouvrir les bras à ces gens qui sont des chrétiens, même d'ailleurs plutôt même pour l'essentiel des catholiques, et qui sont donc considérés comme étant le symbole de la victime innocente par rapport, la victime innocente étant généralement construite à partir du pouvoir qui les a victimisés. L'innocence de la victime est d'autant plus grande que la violence qui s'est exercée sur eux provient d'un pouvoir stigmatisé, d'un pouvoir odieux. Par exemple, les victimes de bombardements occidentaux sont rarement considérées comme des victimes intéressantes. Mais les victimes d'Al-Qaïda, surtout, ou d'Al-Qaïda, ou de groupements liés à Al-Qaïda, ou supposément liés à Al-Qaïda, surtout lorsqu'elles sont chrétiennes, elles sont politiquement intéressantes. Mais les victimes chiites ou sunnites ou autres des mêmes groupes sont considérées comme des dégâts fâcheux, certes, mais enfin, qui sont à maintenir à distance. Donc tout ça pour dire que cette construction de la victime réfugiée est toujours une construction étroitement et très précisément politique, et qu'il ne s'agit nullement, comme on a tendance peut-être à le croire un peu hâtivement, d'une définition purement juridique. Bien que la définition juridique des réfugiés existe naturellement, mais l'intérêt politique, le niveau de sollicitude qui leur est accordé déborde de très loin et cantonne à l'arrière-plan la définition juridique. Voilà. Alors, oui, je ne pensais pas envoyer sur les questions juridiques, mais en même temps, ça s'impose un peu. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un droit humanitaire. On a eu, lors de la journée du 19 octobre, qui était consacrée à différentes interventions sur les déplacements de population à travers le XXe siècle, une intervention de délégués de la Croix-Rouge sur le droit humanitaire. Mais la question, c'est en fait, est-ce que quel est l'ancrage l'ancrage pratique de ce droit humanitaire sur le terrain, et est-ce que finalement les principaux bénéficiaires potentiels, à savoir les réfugiés, en ont véritablement les fruits, quoi, en tirent véritablement les bénéfices, ou est-ce que ça reste finalement un discours qui passe d'instance internationale à ONG et est-ce qu'il y a véritable je dirais que c'est les deux. Il y a un effet, c'est en effet d'abord un discours, une architecture juridique, et ce discours, effectivement, il circule entre les acteurs, mais il produit des effets. Disons, pour être un peu précis et technique, mais très rapidement, parce que de toute façon je ne maîtrise pas vraiment la technique juridique, ce n'est pas du tout mon métier, mais la définition du réfugié a été construite en 1951 dans une convention signée à Genève, qui s'appelle donc la Convention sur les réfugiés de 1951. Et elle définit, donc je rappelle que c'était toujours dans le cadre Est-Ouest et pour des réfugiés venant de l'autre côté, il n'y avait pas de mur encore, mais de ce qui allait devenir le mur. Le réfugié est une personne qui craint avec raison, qui est l'objet de persécution ou qui craint avec raison. Avec raison est important parce qu'on ne peut pas simplement invoquer une crainte sans fondement, il faut pouvoir apporter quelques éléments pour fonder cette crainte. Donc, d'être persécuté, poursuivi pour des raisons politiques, raciales, religieuses, idéologiques, mais évidemment pas pour des raisons criminelles. Une personne qui a tué et qui fuit son pays ne peut pas être considérée comme un réfugié. C'est arrivé dans l'histoire, naturellement, mais ce n'est pas la définition juridique du réfugié. Et donc cette personne-là, qui craint avec raison d'être persécutée pour les raisons que j'ai dites, a franchi une frontière internationale et peut à ce moment-là se voir décerner un statut qui est une protection et qui est le statut donc de réfugié au terme de la Convention de Genève de 1951. Laquelle convention a évolué, je dirais que pour l'essentiel,
son évolution s'est faite sur deux terrains ou dans deux directions différentes. D'une part, la globalisation géographique de cette définition. Elle ne concernait plus simplement l'Europe, mais elle s'est progressivement étendue au monde entier. Donc ça, c'est la première évolution. Et puis la deuxième évolution, c'est le passage du statut individuel au statut collectif. Lorsque les grands mouvements de population se sont produits essentiellement dans des pays du tiers-monde, la détermination individuelle, l'octroi individuel du statut de réfugié est devenu techniquement très difficile, et les pays africains en particulier, et latino-américains, mais surtout africains, ont joué un rôle important pour autoriser la mise en place d'une procédure dite prima facie, c'est-à-dire d'octroi collectif du statut de réfugié lorsque, par exemple, un mouvement de population se produisait. C'est l'ensemble des gens qui franchissaient la frontière qui étaient déclarés comme réfugiés, à charge naturellement pour le HCR ou pour ceux qui agissaient en son nom, d'enregistrer individuellement chacune des personnes, de leur fournir une carte qui leur donnait droit à des vivres, qui leur donnait une existence juridique. C'est ça la protection, c'est une protection juridique. Bref, qui leur donnait le droit de vivre dans un camp, pas nécessairement fermé. Quand on parle de camp, pas imaginer nécessairement un camp fermé. Ça arrive, mais le camp peut être un espace tout à fait ouvert, mais ou simplement comme un camp de camping, qui n'est pas forcément clôturé, où les gens sont installés, préfèrent rester relativement regroupés, mais ont une réelle liberté de circulation, peuvent aller travailler dans les champs ou s'employer dans les environs. Donc cet enregistrement collectif, ça a été l'autre évolution de cette définition du réfugié. Mais donc le réfugié est une personne qui a traversé une frontière internationale. On n'est pas réfugié dans son propre pays. C'est une distinction importante parce qu'il y a un autre statut pour les réfugiés internes, qu'on n'appelle pas comme ça, c'est le statut de personne déplacée. Personne déplacée par la guerre. Dans les textes de Arendt, et d'une manière générale dans l'entre-deux-guerres, enfin disons avant la définition de 51, la distinction entre personnes déplacées et réfugiés n'existe pas vraiment. L'un et l'autre sont à peu près interchangeables. Mais depuis les années 50, la distinction juridique est nette, et si le droit, comme je le disais, est loin de nous dire tout sur la situation, comment ça serait-il possible, il rend compte tout de même d'une réalité que, empiriquement, pragmatiquement, on constate. Parce que le traitement, disons, du point de vue de l'assistance que l'on apporte aux réfugiés et aux personnes déplacées, n'est pas exactement le même, parce que la situation politique, le contexte social dans lequel se trouvent respectivement réfugiés et personnes déplacées ne sont pas les mêmes. Un camp de réfugiés, c'est un espace, disons, particulier qu'un pays accepte de voir déterritorialisé, si l'on veut, ou plus exactement, extraterritorialisé. Un camp de réfugiés au Pakistan ou au Soudan, c'est-à-dire d'Afghans au Pakistan ou d'Éthiopiens au Soudan, comme ça a été longtemps le cas, c'est un espace dans lequel, certes, la souveraineté du pays ne cesse pas de s'exercer, mais où elle est déléguée, en quelque sorte, à des acteurs étrangers, internationaux, comme les agences des Nations Unies et les ONG. Donc il y a une sorte d'accord passé entre la communauté internationale organisée et le pays d'accueil pour mettre en place les structures d'enregistrement, d'assistance, qui vont perdurer tout le temps que le conflit à l'origine du camp de réfugiés dure, et qui vont cesser au moment où le conflit cesse lui-même. Et pour vous donner un exemple,
j'ai beaucoup, comme je disais, MSF a énormément travaillé, enfin MSF France surtout d'ailleurs, énormément travaillé dans les camps de réfugiés, dans la quasi-totalité des camps de réfugiés africains, que j'ai pratiquement tous connus dans les années 80 et 90, et la quasi-totalité de ces camps a disparu, n'a laissé pratiquement aucune trace. Donc on voit bien qu'un camp de réfugiés, c'est un début, une existence qui peut durer un certain temps, voire même un temps long, mais ça a également une fin. Et donc le dispositif de l'assistance est une construction, est une espèce d'artefact, une construction sui generis, qui dure ce que dure le camp de réfugiés et qui s'efface quand le camp de réfugiés disparaît. Les personnes déplacées, ça commence de la même façon, mais ça n'évolue pas du tout de la même façon. Et là, on voit bien que le contexte politique et social est vraiment essentiel pour comprendre ce qui se passe. Le camp de personnes déplacées commence avec la guerre, par exemple le Darfour, le Congo, donc des gens qui ne franchissent pas une frontière, mais qui se regroupent dans des endroits plus sûrs que ceux où ils habitent, généralement autour des bourgades, des villes, où des populations rurales viennent chercher à la fois un abri et une assistance. Au début, il est très difficile de faire la part des choses, y compris du point de vue des techniques mobilisées, techniques de l'assistance, je veux dire, entre camps de réfugiés et camps de personnes déplacées. Mais assez rapidement, avec le temps, au fil des années, disons, ces camps de personnes déplacées deviennent, surtout lorsqu'ils sont autour d'agglomérations, de bourgades, voire de villes, deviennent des quartiers surajoutés, des extensions urbaines, des marges des villes, et peu à peu se fondent dans cette ville. Donc ce qui était, dans le cadre d'un camp de réfugiés, cet espace spécifique qui durait tout le temps que dure le conflit, même si l'urgence du début était rapidement estompée grâce à l'aide, mais il fallait maintenir l'aide spécifique, parce que cet espace continuait d'exister. Là, peu à peu, les frontières entre le camp de déplacés, enfin la zone de déplacés, et le reste du pays, l'agglomération, la ville dans laquelle il se trouve, toutes ces frontières s'estompent, et ce sont peu à peu des dispositifs d'assistance sociale générale, de santé publique, bref, ce qui doit s'appliquer dans le quartier nouveau d'une ville déjà constituée. C'est cela qui prend le pas. Donc pour les organismes d'assistance, c'est une transition très délicate, parce que d'une part elle est invisible, ça n'est qu'avec le recul et la distance qu'on peut vraiment en apprécier l'importance, mais au jour le jour, elle ne se voit pas. Donc il est difficile de trouver le moment à partir duquel on doit penser le remaniement de l'aide dans ces camps. Et puis même lorsqu'on commence à penser le remaniement, les modalités de ce remaniement sont elles-mêmes très délicates. Par exemple, au Darfour, où le régime soudanais est à l'origine de ces déplacements de population, où il a fait l'objet d'une stigmatisation intense, où vous le savez sans doute, c'est sans doute que son président, donc le président général Omar al-Béchir, est inculpé de génocide par la Cour pénale internationale, inculpation que, pour ma part, je considère comme une espèce d'imposture intellectuelle et morale, mais c'est autre chose. Le fait est qu'il est inculpé et que cette inculpation a des effets psychologiques, a des effets politiques. Comment discuter avec un régime dont le chef est un génocidaire? C'est délicat. Donc les organismes d'assistance, surtout ceux qui prêtent une certaine importance aux décisions de la Cour pénale internationale, et les agences des Nations Unies font partie de celles-ci, quelles que soient les idées des fonctionnaires des Nations Unies qui peuvent penser tout à fait, comme moi, que cette décision de la Cour pénale est vraiment une stupidité, voire une infamie,
il n'en reste pas moins que c'est une décision et qu'elle s'applique à l'ensemble des structures internationales. De même, les ONG, qui ont avec les Nations Unies et la Cour pénale internationale des rapports extrêmement proches, qui sont souvent très influencés, à tort à mon avis, mais c'est comme ça, très influencés par le discours des Nations Unies, éprouvent donc des réticences à être étroitement mêlés à une administration dirigée par le criminel coupable du crime des crimes, c'est-à-dire le génocide. Donc on le voit, ce remaniement, cette reconfiguration politique, sociale, économique également d'ailleurs de ces camps ou de ces zones de rassemblement pose des problèmes difficiles. Mais même lorsque cette situation singulière, il y a un chef d'État inculpé de génocide, pour l'instant il n'y en a qu'un, c'est le Soudan. Mais même dans d'autres situations, comme par exemple au Congo, en République démocratique du Congo, les personnes déplacées au Kivu, enfin disons dans l'ensemble de l'Est congolais, sont probablement appelées à devenir des migrants urbains. Celles qui se trouvent à Kinshasa, parce que la guerre, comme chacun sait, enfin ici, je crois que le Congo, tout le monde connaît par cœur, la guerre qui fait rage depuis 1996, avec quelques interruptions, mais enfin qui a quand même causé des dommages gigantesques dans l'est du pays, a amené une migration urbaine effarante, et donc enfin, un exode rural intense, et donc le gonflement de Kinshasa, dont la population, en gros, a doublé au cours de ces 15 dernières années, et une bonne partie de Kinshasa peut être considérée comme un camp de personnes déplacées. Mais enfin, ça n'est pas l'étiquette qu'il aurait imposée, donc il n'y a pas le dispositif de l'assistance qui est là. Mais les problèmes sont posés exactement de la même façon. Donc, agir auprès de ces personnes déplacées, c'est nécessairement commencer à s'intégrer d'une manière ou d'une autre dans le dispositif public, si l'on peut dire, dans les structures publiques. C'est un mot qui n'est pas facile à utiliser dans le cadre congolais, parce qu'elles sont tellement, enfin, un peu comme Haïti, elles sont tellement fantomatiques, tellement corrompues, tellement absentes qu'on a du mal à le poser. Mais enfin bon, il y en a, il y a un État, il y a une administration, si insuffisant qu'il soit, ça existe. Et c'est avec cet État et son administration qu'il faut composer. Donc on n'est plus dans une situation d'extériorité, comme dans le cas d'un camp de réfugiés, mais dans une situation d'intériorité, très étroitement mêlée aux structures publiques, ce qui, pour une ONG, organisation non gouvernementale, est une situation délicate, difficile, pas impossible, c'est gérable. Je ne veux pas du tout dire qu'on est face à un mur, on est dans le social, on est dans le politique, on est dans le malléable, dans le négociable, donc les choses se font. Mais avec une perte de clarté, avec des enjeux complexes, contradictoires, qui sont difficiles à gérer au jour le jour pour les organisations humanitaires. Voilà, donc personnes déplacées et réfugiés, c'est à la fois proche, historiquement c'est confondu, mais peu à peu ça s'est distingué, et finalement, dans la pratique, en tout cas dans la pratique de l'aide internationale, c'est une distinction qui repose sur quelque chose de solide, c'est-à-dire du social et du politique, de la vie quotidienne. Et ça, c'est vraiment... enfin, la différence est très grande entre les deux. Quand tu dis dans ton papier qu'effectivement, il y a un retour à la normale quand les camps de réfugiés disparaissent et que les populations qui y résidaient reviennent dans leur pays, c'est quand même au bout d'années, quelquefois de plus de 10 ans. Et donc il y a des naissances, il y a des petits qui deviennent adolescents, donc il y a un rapport presque de changement de génération qui ne doit pas être sans conséquences, pas forcément négatives, mais en tout cas très, très difficiles à gérer au moment du retour et de la réintégration de ces populations dans la société, et qui d'une certaine manière, à tout autre niveau, n'est pas plus simple à gérer, mais hors responsabilité humanitaire, que ces personnes déplacées, enfin, internes à l'intérieur des pays, qui elles-mêmes s'intègrent à des sociétés dans lesquelles elles n'étaient pas à l'origine.
les phénomènes sociaux qui se produisent dans ces ensembles sont très proches, sont analogues. On pourrait les décrire comme des processus de modernisation accélérée, où les hiérarchies sociales sont bousculées du fait que dans ces camps qui existent pour le meilleur et pour le pire, là on va plutôt parler du meilleur, disons, dans ces camps, grâce à l'aide internationale, et grâce aussi ou simplement au mouvement, au déplacement, la scolarisation s'étend, l'accès aux soins de santé se renforce, mais aussi quelque chose de plus subtil, enfin de plus difficilement palpable, qui est en rapport justement avec ces hiérarchies sociales, ce sont plutôt les jeunes, ceux qui sont capables d'apprendre une langue étrangère, de nouer des relations avec les agents des ONG, qui se font recruter par les organismes d'aide, qui sont en quelque sorte les intermédiaires entre la population du camp et le dispositif de l'aide. Donc ces gens développent, souvent des jeunes, des compétences sociales, techniques, apprennent un métier, de nouveaux métiers, mais surtout du fait de leur relation avec le dispositif de l'aide, sont investis d'un pouvoir réel. Imaginez par exemple, dans un camp de personnes déplacées ou de réfugiés, les gens qui ont le pouvoir, qui se voient déléguer la responsabilité de recruter du personnel pour les organismes d'aide. Chauffeurs, nettoyeurs, agents logisticiens, enfin les différents métiers, petits et moyens métiers, qui sont indispensables à la conduite d'un programme d'assistance. Eh bien, il s'agit d'un pouvoir très important, d'un pouvoir énorme, parce que c'est un pouvoir de promotion, d'ascension sociale, un pouvoir d'octroi de budget, de prébende, donc ça donne lieu évidemment à des trafics d'influence, à des trafics de ressources diverses, mais ça donne lieu aussi, et je dirais surtout, à des transformations hiérarchiques profondes, parce que celui qui dans le village était le garant de l'unité, était doté d'une autorité qui est celle dont on dispose dans une situation où la tradition est très importante, parce qu'on a une maîtrise à la fois de la gestion de conflits territoriaux, de conflits de personnes avec d'autres, parce qu'on est investi du pouvoir de transiger, d'établir des règlements, mais aussi parce qu'on connaît le mieux le régime des terres, les régimes de pâture, les évolutions du climat. Enfin, on a une autorité à la fois pratique et morale et sociale qui est liée à l'âge, à l'ancienneté, au respect qu'on doit donc aux vieux. Mais dans un camp de réfugiés et de déplacés, les choses sont toutes différentes. Cette autorité n'est pas forcément totalement détruite, mais elle est au moins mise en sérieuse concurrence avec d'autres autorités qui sont celles que j'ai évoquées tout à l'heure, l'autorité des armes, c'est-à-dire celle des combattants, des chefs politiques, qui sont souvent des jeunes, enfin en tout cas des plus jeunes que ceux-là, et puis l'autorité ou le pouvoir de ceux qui assurent le lien avec le dispositif de l'aide. Donc cette autorité relativement pyramidale, bien identifiable, est très brouillée par les nouvelles autorités concurrentes qui apparaissent dans ce contexte-là. Mais enfin, je ne le dis pas du tout sur le mode de la déploration, je crois que c'est le lot. Toutes les sociétés changent, et même, y compris les sociétés les plus rurales, changent à leur rythme, mais elles changent également. Aucune société n'échappe à l'histoire, contrairement à ce que racontait un certain président de la République. Et bon, là, il s'agit de changements accélérés. Donc, comme tout changement accéléré, c'est un changement qui peut être douloureux, qui peut être parfois violent, mais qui change. Du coup, si le camp de réfugiés disparaît, en effet, comme je le disais une fois, les causes qui ont provoqué ce camp disparu,
ça ne veut pas dire pour autant que la boucle de l'histoire se referme et qu'on revient au statu quo ante. Certainement pas. La boucle ne se referme pas, et l'histoire poursuit son cours, et bien souvent, ces réfugiés, quand ils retournent chez eux, c'est plutôt dans leur région d'origine, mais pas dans leur lieu d'origine, mais plutôt vers la bourgade du coin. Enfin, il n'y a pas d'études très précises là-dessus, mais intuitivement, on le voit très bien, les réfugiés qui retournent dans leur pays, qui est la majorité, vont généralement grossir les villes, et les campagnes ne sont pas généralement réinvesties par ces réfugiés. Et puis d'autres, une infime minorité, part à l'étranger, parce que finalement les liens établis avec les étrangers les poussent peut-être vers cette direction. Enfin, souvenons-nous que les mouvements migratoires, qui sont effectivement plus intenses aujourd'hui qu'ils ne l'étaient, disons, il y a 20 ou 30 ans ou 50 ans, sont à 98% ou 99%, enfin c'est entre les deux, des mouvements sud-sud. Hein. C'est d'un pays à l'autre ou d'une région d'un pays à une autre région du même pays que ces mouvements se produisent. Eh bien, la dissolution des camps de réfugiés participe de ces mouvements migratoires locaux et régionaux, mais très exceptionnellement globaux. Alors, il y a un autre phénomène donc, que tu as, une conséquence que tu as évoquée, c'est bon, tu disais, effectivement, le réfugié avant la chute du bloc communiste était finalement représentatif des bienfaits moraux de la démocratie, et il y avait une représentation positive, un personnage positif. Et donc c'est toute la question de l'enjeu, tu as fait aussi référence à propos de la pochette du disque de Bangladesh, l'enjeu médiatique du réfugié. Et l'enjeu médiatique du réfugié, c'est aussi une façon pour les ONG humanitaires de se représenter elles-mêmes comme les sauveurs du... Alors, bon, je pense qu'il y a un certain nombre de questions qui se posent à partir de ça, ne serait-ce que la façon dont, pour prendre l'exemple, il y a un exemple que tu cites pas, mais sur lequel tu es souvent revenu, les déplacements de population en 84 en Éthiopie, sous la Mengistu, qui aurait peut-être pu être lui aussi inculpé de génocide, comme pour le Soudan, mais aussi... Il a été inculpé de génocide, mais par un tribunal éthiopien. Oui. Et par contumace, il est au Zimbabwe. Voilà. Mais il y a aussi l'exemple encore plus, tout aussi criminel, si ce n'est plus compliqué encore, des camps du Kivu. Où il y a eu une espèce d'écran médiatique porté sur, et avec le relais des humanitaires sur ces camps, mais aussi la façon dont, derrière cet écran-là, il y a eu la liquidation des camps, mais qui était une liquidation qui était sacrément brutale. Ah oui, alors là les camps du Kivu, c'est une situation vraiment, enfin la région de Goma, donc... où se sont installés en 1994 plus d'1 million de personnes à la suite du génocide au Rwanda et de la victoire du FPR. Ces camps sont très rapidement devenus comme je disais, des sanctuaires. Tous les camps sont des sanctuaires politiques, mais là, ils sont rapidement devenus... ils sont rapidement passés sous le contrôle presque exclusif de l'administration de l'Ancien Régime, enfin, disons, de l'administration plutôt, non pas de l'Ancien Régime, mais du gouvernement intérimaire, c'est ce qui avait fait suite au régime Abiyarimana, et donc l'acteur central du génocide, et qui a déplacé une bonne partie de son appareil, maire, enfin bourgmestre, préfet, etc., dans les camps. Et donc là, on s'est trouvé dans une situation qui n'était pas, à proprement parler, inédite, parce que, comme je le disais, il y a toujours une autorité politique en rapport avec la situation dans le pays d'origine des réfugiés. L'idée qu'un camp de réfugiés est une sorte de collection d'individus posés là, attendant l'assistance et totalement dépourvus
d'initiative politique et vraiment l'idée fausse par excellence sur ces camps. Mais là, c'est donc pas une question de nature, mais une question de degré. Là, on avait un très très haut degré, peut-être le maximum, le plus haut degré pensable de contrôle de ces camps. C'est pas la première fois d'ailleurs, parce que la frontière cambodgienne en 80, on avait dans les années 80, dans les camps contrôlés par les Khmers rouges et par les Sihanoukistes, on avait ce même quadrillage extrêmement étroit qui ne laissait rien passer. Tout ce qui se déroulait dans ce camp était vraiment soumis au contrôle et à l'approbation de l'autorité, et sans cette approbation, rien ne pouvait survenir. Et bien là, c'était la même chose. Le problème étant que ce régime génocidaire, cette administration génocidaire qui contrôlait les camps, les a rapidement utilisés comme base à partir de laquelle étaient lancées des attaques au Rwanda. Donc une base de reconquête du pouvoir au Rwanda. Donc là, ça a posé un dilemme extrêmement délicat. Mais l'aide humanitaire arrivait nourrissait ces gens-là, c'est ça aussi. Ah oui, pardon, oui, bien sûr. Et médiatiquement couvert par, il y avait l'épidémie de choléra. Et voilà, ces camps ont en effet été un lieu de focalisation de l'aide internationale, vraiment pour des raisons humanitaires, je crois, parce qu'il ne s'agissait pas de soutenir l'ancien régime, contrairement à ce que certaines accusations, à mon avis, infondées, ont laissé entendre ou ont affirmé, mais c'était plus, à mon avis, par aveuglement et par volonté de se lancer dans une sorte de session de rattrapage par rapport à l'échec précédent. Le génocide avait été commis, la communauté internationale organisée, les Nations Unies avaient laissé faire, puisque à la place de se renforcer, elles étaient sorties. On avait même évité d'utiliser le mot génocide pour ne pas laisser entendre qu'une intervention allait avoir lieu lorsque la résolution du Conseil de sécurité sur le Rwanda a été votée. Donc toute cette volonté de regarder ailleurs, cet embarras politique et moral ont été en quelque sorte rattrapés par un surcroît d'enthousiasme et de ferveur dans la mise en place de cette grande opération d'assistance qu'on a vu installer donc à partir de la fin juin, début juillet 1994. Ardeur qui a été redoublée par l'épidémie de choléra qui a à ce moment-là flambé et qui a fait environ, qui a fait au minimum plus de 30 000 morts dans ces camps. L'épidémie de choléra, et je pense que c'était inévitable, on peut le voir de façon un peu ironique, sarcastique, et j'ai pas été le dernier à traiter cet épisode de façon quelque peu sarcastique, mais il n'empêche, l'épidémie de choléra était profondément, démocratique, égalitaire, elle frappait tout le monde, et il n'était pas question, pour l'aide internationale en général, et je me rappelle très bien MSF en particulier, il n'était pas question de considérer que ces gens-là étaient punis pour ce qu'ils avaient fait. La punition collective ne doit pas faire partie des registres d'action, et donc l'épidémie de choléra a été le point de convergence de l'aide à ce moment-là, et a été un levier de mobilisation extrêmement puissant. L'intervention s'étant déroulée d'ailleurs dans des conditions à peu près correctes. Mais d'une certaine manière, elle a relégué à l'arrière-plan le génocide, le grand carnage du Rwanda, et a transformé tout cela en une sorte de grande fête de la solidarité, où, main dans la main, tout le monde se rassemblait pour aller sauver les rescapés de cette horreur. Et donc, un peu comme dans les temps bibliques, comme dans les représentations anciennes, les pestes, les guerres, les famines, les tremblements de terre, tout cela devenait en quelque sorte la manifestation de la colère de la Providence, de la rage, de la colère divine, et donc était relégué à l'arrière-plan. Seul comptait le sauvetage des corps, et tout le reste était effacé. Mais l'épidémie de choléra, ça ne dure heureusement pas très longtemps. Une fois, disons, à partir de la fin août, 2 mois plus tard,
la réalité politique est revenue, mais pas apparemment sous les yeux des acteurs, puisque personne n'a vraiment, enfin très peu de monde, a vraiment accepté de la voir. Et pour mémoire, en septembre-octobre, des réunions ont eu lieu entre les ONG, le HCR, pour demander que soit envoyée dans les camps une force de police internationale qui ferait la distinction, dans ces grandes lignes, entre les réfugiés qui ont fui parce qu'ils craignaient, avec raison, d'être l'objet de persécution du nouveau régime FPR, et puis ceux qui fuyaient parce qu'ils avaient du sang sur les mains, soit qu'ils étaient des donneurs d'ordre, soit qu'ils avaient eux-mêmes participé à des tueries. Donc les miliciens, les bourgmestres, les autorités administratives et naturellement les autorités militaires également. Boutros Ghali, donc, qui était à l'époque secrétaire général des Nations Unies, a été très actif. Je pense même qu'on peut dire qu'il a été plus actif que les ONG pour tenter d'obtenir cette force de police et donc la séparation entre une masse de réfugiés qu'on pouvait considérer comme de vrais réfugiés et le groupe qui n'était pas quand même insignifiant, qui se comptait par dizaines de milliers, mais qui était tout de même un groupe minoritaire, qui étaient, eux, des criminels en fuite, et qui ne relevaient pas de la catégorie du réfugié. Le secrétaire général des Nations Unies n'a pas réussi, et on imagine assez facilement pourquoi, n'a pas réussi à emporter l'accord du Conseil de sécurité, et donc aucune force de police n'a vu le jour, ou du moins, c'est peut-être pire, si une force de police a vu le jour, mais c'était la garde présidentielle. C'était donc une force du régime moboutiste qui a été envoyée là. Or, on connaît les liens de Mobutu avec l'ancien régime et les dignitaires qui avaient basculé dans le génocide et qui se retrouvaient à Goma. Donc vraiment, il était à la fois joueur et arbitre, c'était impossible d'attendre que... Enfin, cette force de police n'était qu'un clan ou un gang de tueurs parmi d'autres, et non pas une force de police réelle qui pouvait arbitrer et séparer. Donc, une fois le refus du Conseil de sécurité acté, une fois qu'on s'est aperçu qu'il n'y aurait pas de force de police, eh bien, ce sont les ONG, enfin les différents acteurs de l'aide, se sont retrouvés face à cette responsabilité. Et là, on a l'impression qu'ils se sont totalement, défaits, totalement abstraits de leur propre responsabilité. D'une certaine manière, tout se passe comme si ils avaient considéré que, puisque le Conseil de sécurité ne prenait pas ses responsabilités, puisque les États ne prenaient pas les leurs, eh bien, les ONG n'avaient pas à prendre les leurs non plus. Et donc, leur travail a repris comme si de rien n'était. Ce qui, la veille encore, enfin disons quelques semaines auparavant, était un problème éthique, politique, majeur que les ONG voulaient mettre sous les yeux de l'ONU, du Conseil de sécurité, n'avait d'un seul coup plus aucune existence, était en quelque sorte évaporé, et le travail reprenait business as usual. C'était la reprise. Moi, je dois dire que cet épisode m'apparaît comme vraiment consternant, comme une faillite énorme du mouvement humanitaire dans son ensemble, agence de l'ONU et ONG confondues. Enfin, toujours est-il que c'est bien le cas. Pour la petite histoire tout de même, enfin pour la petite histoire parce que ça compte sans être décisif, MSF s'est retiré de ses camps. Le MSF a refusé de jouer ce jeu de dupe et, disons, selon une tradition politique qui est assez solidement établie à MSF,
à défaut de pouvoir empêcher que le crime soit commis, on peut toujours au moins s'abstenir d'y participer. C'est ce qu'a été la politique des MSF à plusieurs reprises dans son histoire. Plusieurs reprises veut dire quand même un nombre très limité de fois, parce que c'est heureusement, ce genre de situation est exceptionnel. Mais exceptionnel, ça veut dire rare, ça ne veut pas dire inexistant. Et donc, celle-ci en fait partie aux côtés de 2, 3 ou 4 autres. Mais le reste des organisations, onusiennes ou privées, a choisi d'entrer dans le jeu que les États leur avaient réservé, et ont donc, selon moi, activement contribué à la reconstruction d'un appareil militaire, et donc était partie prenante à la guerre qui a éclaté en 1996, lorsque l'APR, donc l'armée rwandaise, a attaqué les camps de Goma, et que s'est déclenché ensuite ce cycle infernal dont je crois tout le monde a connaissance ici, et donc sur lequel je ne vais pas revenir. Mais avec un nouveau déplacement de population refluée vers le Rwanda. Oui, alors là, il y a une certaine confusion, mais disons, une confusion dans les chiffres, mais enfin, les faits, eux, sont attestés, il n'y a pas de... 500 000 personnes sont rentrées au Rwanda. La population des camps, qui était au départ de 1 million, 1 million 100, ne s'y retrouve pas parce qu'on estime que 200 à 300 000 personnes ont pris 200, 300, 400 000, c'est très difficile. Enfin, on a affaire à des quantités de gens vraiment très importantes et le dénombrement est impossible, surtout dans ces conditions-là. Mais enfin, quand on fait les additions, on ne retrouve pas la quantité de réfugiés qu'il y avait, le nombre de réfugiés qu'il y avait initialement. Donc moi, je suis un peu confus dans cette histoire et je doute que quiconque ait aujourd'hui la vérité des chiffres. Mais enfin, au-delà de la vérité des chiffres, il y a la vérité des grandes masses, et ça, c'est tout de même un point important. Plusieurs centaines de milliers de réfugiés sont rentrés au Rwanda. Parmi eux, une partie a été emprisonnée, détenue dans des conditions très, très dures, mais finalement libérée et retournée vivre dans les villages, sur les collines. Les autres ont fui d'une manière dispersée, ont traversé, certains ont cherché à gagner Kisangani, d'autres ont choisi de traverser par la forêt pour tenter de gagner le Congo-Brazza via Kinshasa ou un peu plus au nord. Et là, ça a été l'autre grand carnage de cette histoire, le deuxième carnage, qui est provoqué par deux choses. D'une part, les épreuves de cette marche auxquelles très peu étaient préparés, parce que la plupart de ces gens étaient des urbains et ne savaient pas survivre en forêt, enfin pas plus que vous et moi, et ont dû faire l'épreuve de la survie dans des forêts tropicales très denses, peuplées d'énormément d'espèces animales dangereuses. Donc ça a été très difficile, beaucoup sont morts. D'autres ont été traqués, enfin tous étaient traqués par l'armée, et c'est justement pour échapper à la traque de l'armée rwandaise qu'ils pénétraient dans la forêt. Mais un des épisodes vraiment tragiques de cette histoire, tragique dans cette tragédie, a été l'utilisation des organisations humanitaires pour le repérage de groupes, puisque le CICR, les Nations Unies, MSF et les quelques autres qui tentaient d'apporter une aide à cette population en fuite, nous étions tous accompagnés d'officiers de liaison du mouvement de guérilla de la DFL, qui, donc dirigé par Joseph Kabila, non, Laurent Désiré, c'est lequel déjà? C'est Laurent Désiré, je ne sais plus. Qui est le père, qui est le fils? Laurent Désiré. Laurent Désiré, c'est ça. Donc, les officiers de liaison, en fait, le plus souvent, bien souvent, étaient des officiers de l'armée rwandaise, mais de toute façon étaient en étroite relation avec l'armée rwandaise, et bien souvent, lorsque des groupes de réfugiés étaient identifiés, repérés
par les humanitaires, dans le but évidemment d'apporter des secours, des vivres, des soins. En fait, leur localisation a été transmise aux troupes, soit de Kabila, soit plus généralement de l'armée rwandaise, et lesquelles troupes convergeaient à ce moment-là vers le rassemblement et procédaient à l'exécution pure et simple de la quasi-totalité de ces gens. Donc on a eu la boucherie génocide du Rwanda de avril-juin 1994 a été suivie d'une traque qui est elle-même accompagnée d'un véritable carnage en 96-97 sur les routes et les forêts de l'est du Zaïre, devenu entre-temps, comme on sait, le Congo. Voilà, donc ça c'est une histoire effroyable. C'est probablement l'histoire la pire, enfin le moment paroxystique de l'aide humanitaire de l'après-guerre, je crois. Parce qu'il me semble que jamais dans son histoire, l'humanitaire n'a été à ce point utilisé comme une sorte de fixeur, enfin au sens où les journalistes recrutent des fixeurs, quoi, ou des chiens de chasse, enfin, oui, pour repérer, disons, pour être les scouts, les éclaireurs de missions Search and Destroy. C'est vraiment, il n'y a pas, à ma connaissance, d'autres exemples de ce calibre-là. Bon, cette exception, alors vraiment cette exception tout à fait exceptionnelle, nous dit ce à quoi peut atteindre l'aide humanitaire lorsqu'elle s'aveugle aux enjeux dans lesquels elle est prise. Et pour moi, à côté de cela, la Croix-Rouge et les erreurs ou les insuffisances de la Croix-Rouge sous le Troisième Reich sont une roupie de Sansonnet. Ça n'est absolument rien, car la Croix-Rouge ne pouvait rien faire à ce moment-là, vous ne pouvez rien faire dans les camps nazis. Mais là, il y avait au moins le pouvoir de ne pas servir de guide aux tueurs de l'armée rwandaise. Or, un certain nombre d'organismes ont fait comme si les agents de liaison étaient des agents de liaison, et non pas les guides des commandos de tuerie. Donc là, il y a vraiment eu une faute terrible, une faute criminelle. Mais face à cela, en fait, la seule solution, c'était la position des MSF de se retirer. C'est ça? Oui, je crois que, là encore, naturellement, soit on envoie la troupe, d'ailleurs MSF, et moi j'avoue que je n'étais pas d'accord, j'étais très minoritaire, mais MSF a appelé à l'envoi d'une force armée internationale pour protéger ces réfugiés. Moi, je n'étais pas d'accord avec ça pour diverses raisons, mais bon, là, si on parle de l'action des organisations humanitaires, c'est la position des MSF qui compte, et la position des MSF était dans ce sens-là, dépassée par l'événement. Et finalement, voyant le rôle qu'on nous faisait jouer, d'une part, on l'a fait connaître au public, on l'a médiatisé, pour que les pressions que les médias peuvent exercer s'appliquent. Et d'ailleurs, ce n'est quand même pas dénué d'effet, s'applique à Kabila, à Kagame, à leurs officiers, à leurs troupes, et puis par ailleurs, à refuser de participer. Là où je pense que nous avons été excessifs dans l'erreur, moi j'ai par exemple dénoncé publiquement l'action du HCR qui renvoyait au Rwanda, sous couvert d'un rapatriement volontaire, les réfugiés qui étaient en fuite au Zaïre-Congo. Et je trouvais que ce rapatriement plus ou moins volontaire, plus ou moins forcé, était la dernière des hypocrisies, parce que c'était d'une certaine manière une façon de hâter la mort de ces réfugiés, puisqu'ils étaient renvoyés dans un pays qui était lui-même, malheureusement, c'est la triste réalité de cette région, surtout à ce moment-là, un pays quasiment totalitaire, en tout cas traitant avec une extrême dureté ses opposants et les Hutus qui avaient fui. Avec le recul, je pense que cette critique n'était pas fondée, elle était en tout cas excessivement sévère, parce que finalement, les gens qui rentraient au Rwanda
et Dieu sait que je n'ai aucune indulgence pour ce régime que je considère comme l'un des régimes criminels les plus éminents de l'Afrique contemporaine. Mais enfin, tout de même, les gens qui sont rentrés au Rwanda, pour l'essentiel, ont survécu. Et ma foi, ce qui faisait la différence, là, c'était la chance de vivre ou la certitude de mourir. Eh bien, finalement, rentrer au Rwanda, et le HCR a assuré par voie aérienne, également pour une part par voie routière, mais surtout par voie aérienne, une bonne partie de ses retours. Et dans cette politique du moindre pire, comme tu l'as appelé, je pense qu'ils avaient tout à fait... enfin, ils avaient raison. C'est un petit peu ça par rapport au discours du CICR qui dit maintenant qu'ils ont tiré les leçons de leur aveuglement sous le Troisième Reich. On a quand même l'impression, alors est-ce que c'est structurel, est-ce que c'est la maladie d'enfance de l'humanitaire, comment l'analyser, mais que à chaque cas, parce que c'est pas forcément dans le sens du moindre pire et dans le sens de on va collaborer avec des criminels ou en tout cas à notre dépens, mais que dans chaque cas finalement il y a les ONG sont confrontées à des situations face auxquelles elles n'ont pas tout le savoir qui leur permettrait de trouver la juste voie. Parce que bon, pour le Kosovo, c'était aussi la récupération politique occidentale de la situation du Kosovo, qui n'avait rien à voir avec le conflit en ex-Yougoslavie quelques années avant. Donc on a l'impression finalement que est-ce que par moment il y a un savoir sur lequel les ONG peuvent s'appuyer pour éviter une espèce d'errance et de manipulation par des forces politiques, qu'elles soient occidentales ou locales et criminelles. Est-ce que ça fonctionne quand même? Est-ce que ce qui s'est passé en 96-97, il n'y a pas 15 ans, quoi. C'est-à-dire que c'était hier, et pourtant on a affaire à un carnage qui a succédé au carnage de 94, quoi. Donc, les humanitaires ne sont pas plus malins que leurs contemporains. Que les politiques. Oui, mais que les politiques, mais que leurs contemporains en général. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la recette pour faire un meilleur usage des leçons d'histoire, si tant est que cette notion ait un sens, que leurs contemporains. Donc pour certains, l'histoire est une source de références politiques, d'analyse, de contexte, de configuration, et le point d'appui d'une prise de conscience qui permet de comprendre que l'humanitaire, ça n'est pas toujours un bien. L'humanitaire, c'est d'abord une intention, elle est louable, et c'est certainement pas moi qui vais la remettre en question, puisque je suis toujours membre de MSF, et je me sens toujours très impliqué dans cette action, donc je ne la remets pas en question. Mais ce que je veux pointer, c'est l'importance de la prise de conscience que l'intention, c'est l'intention, et que l'examen lucide des conséquences de l'action, des résultats de l'action, c'est tout à fait autre chose. Et parfois, c'est assez proche de l'intention, ça n'est jamais identique, car entre l'intention, entre le projet et l'action elle-même, chacun le sait, il y a l'histoire, le hasard, les interactions sociales qui s'interposent, donc on ne fait jamais les choses exactement comme on a prévu de les faire, c'est tout à fait impossible, d'ailleurs c'est d'une certaine manière tout le sel de la vie, mais il arrive que les effets soient inverses de ce qu'on a prévu, et que loin d'être un bien, au mieux ça n'est rien, et au pire ça devient franchement un mal. Autrement dit, à la place de faire sa propre politique, avec tous les hasards et toutes les nuances et toutes les contingences qui peuvent la dévier, mais quand même lui garder son orientation principale, les humanitaires peuvent être amenés à faire la politique des tueurs ou la politique des oppresseurs. Ça a été le cas en Éthiopie en 85, 84-85, c'était le cas au Zaïre, c'était le cas à Goma. Donc il y a, c'était le cas à mon avis également en Corée du Nord pendant l'intervention pour la famine.
Donc il y a un certain nombre de situations dans lesquelles on retrouve cette configuration particulière où l'humanitaire est retourné contre les populations à qui il destine ses bénéfices, ses services. Eh bien, avoir conscience de ce retournement toujours possible, et surtout avoir conscience du fait que des conditions particulières, disons des conditions extrêmes, sont nécessaires pour que ce retournement se produise, ça permet déjà d'être dans un état d'extrême vigilance dans ces conditions extrêmes, car ces conditions extrêmes, elles sont quand même toujours repérables. C'est le génocide du Rwanda, c'est cette traque terrifiante dans un pays, dans la partie la plus hostile d'un pays immense, enfin la plus hostile, la moins accueillante. Enfin, la forêt n'est pas hostile en elle-même, mais pour quelqu'un qui n'y est pas habitué, c'est un milieu quand même très, très dur. La Corée du Nord, ce régime fou, enfin cette espèce de fascisme rouge, insensé, dynastique, ça aussi c'est des conditions extrêmes. Il n'y a pas beaucoup de pays qui ont un régime comme celui de Corée du Nord. Oui, la Tchétchénie, au pire moment du carnage, mais même en Tchétchénie, c'est une guerre d'une violence extrême, débridée, mais les humanitaires n'ont jamais fait autre chose que servir les intérêts de ceux qu'ils voulaient servir. Et ce qui a été difficile en Tchétchénie, c'était les dangers extrêmes auxquels ont été exposés les humanitaires. Et les manipulations des groupes islamistes ou de petits gangs par les services spéciaux russes contre les humanitaires. Donc là, en Tchétchénie, les humanitaires ont vraiment été plutôt victimes que complices des bourreaux. C'est une autre situation très difficile, mais je pense qu'elle est quand même beaucoup plus présentable, disons, en Tchétchénie. Alors que là, on atteint le fond de ce que l'humanitaire peut faire. Enfin, là, encore une fois, il ne faut pas globaliser, parce que, je précise, le CICR s'est retiré, MSF s'est retiré, les uns et les autres, on a protesté. Enfin, avant de se retirer, on a tenté jusqu'au bout de lutter contre cette situation, d'alerter, de protester, etc. Donc, la lucidité existe, la possibilité d'agir existe, mais bon, griffant nos ongles contre un mur, on a préféré se retirer à ce moment. Ce que vous dénoncez, oui, c'est-à-dire entre l'intention, c'est l'intention, et l'action qui est réalisée sur le terrain. Par rapport à ça, vous avez mis en évidence les risques que vous avez rencontrés sur le terrain. Ce ne sont pas des risques là, c'est une réalité de manipulation qui fait qu'un bien peut devenir un mal. La question est la suivante. Est-ce que cette manipulation est nécessairement instrumentalisée par des États, ou bien est-ce que cette manipulation qui fait que le bien que l'on avait projeté devient un mal en soi, est-ce qu'elle ne serait pas le fait d'organisations criminelles qui se servent du paravent de l'État pour essayer de perpétrer leurs actes criminels? À quoi pensez-vous, par exemple? Et je pense, par exemple, à ce que vous avez dénoncé au niveau des camps de réfugiés du Kivu. Donc, il y a eu incontestablement un retournement qui s'est effectué par l'intermédiaire des officiers de liaison. Donc, si j'ai bien compris, ces officiers de liaison travaillaient en étroit concert avec l'armée rwandaise. Mais est-ce que c'était un retournement qui était voulu, généré par le Rwanda, ou bien par des organisations criminelles qui se sont infiltrées dans l'appareil étatique du Rwanda pour servir, elles, organisations criminelles, leur propre intérêt? Enfin, c'était vraiment la politique de Kagame qui ne reculait pas devant une stratégie de terreur, qu'il s'agisse de la population de son pays ou une population en fuite dans le pays voisin. Donc, bien sûr, il y a eu... Je dirais que je ne crois pas qu'il y ait eu d'organisation criminelle, ou alors on parle de l'État rwandais comme une organisation criminelle. Non, ça après tout, mais donc non, je crois vraiment que c'est l'appareil étatique, enfin la volonté de son dirigeant suprême, et que sans doute il ne faut pas ignorer qu'un certain nombre de gens, d'officiers de l'armée rwandaise
ont réglé d'une manière certes expéditive et indéfendable moralement, mais enfin compréhensible humainement, ont réglé des comptes, se sont vengés. La vengeance n'est pas une passion recommandable, mais c'est une passion compréhensible tout de même. Et ont eu l'impression de venger des membres de leur famille qui ont été tués peu de temps auparavant. Donc ça, ce sont des initiatives individuelles ou des pulsions individuelles dont sans doute il faut reconnaître l'existence et qui ont contribué à amplifier encore ce mouvement. Mais je crois, et la suite le démontre, me semble-t-il, de façon convaincante, je crois que c'est d'abord l'appareil d'État, enfin l'armée rwandaise et la volonté de Kagame, son chef, de procéder à cette stratégie de terreur. Et si je dis que la suite le démontre, c'est parce que si ça n'avait été que, entre guillemets, une manipulation, enfin un événement intercurrent, incident, la politique rwandaise à l'intérieur du Rwanda ne serait pas ce qu'elle est. Or, la violence de ce régime, sa capacité, sa volonté permanente d'intimidation, de musellement, ces méthodes staliniennes, disons, pour le présenter comme, je crois, ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire un régime d'inspiration stalinienne, même si c'est du stalinisme néolibéral, car sur le plan économique, on est loin du troisième plan, on est plutôt du côté de l'école de Chicago, mais les méthodes politiques de contrôle du pays, elles, sont vraiment très directement d'inspiration stalinienne. Et je crois que là, on est vraiment dans quelque chose de tout à fait homogène. Merci. C'est-à-dire qu'en fait, notre organisation criminelle, c'était plutôt les Interahamwe qui étaient des organisations criminelles. Donc les groupes génocidaires ont tout. Si on doit parler d'organisation criminelle, indépendamment d'un État. Enfin, oui, bien sûr, c'est une milice. C'est une milice qui était largement contrôlée par l'appareil d'État, par, disons, au début, certains partis qui étaient membres de la coalition étatique, et puis ensuite, toujours par ce parti, mais directement sous l'autorité du colonel Bagosora, qui était le chef du gouvernement intérimaire et qui a donc était vraiment le Hutu Power dans sa version génocidaire, disons après l'attentat contre Biarimana. D'autres questions ? On pourrait également parler de l'implication en fait, des intérêts régionaux et internationaux. Effectivement, les ONG, enfin, les organisations humanitaires, etc., sont quelque part prisonnières de relations internationales et qui ont des intérêts à soit stabiliser une région, à déstabiliser. Ici, dans le cas du Congo, vous parliez de Kabila, on sait qui était derrière Kabila. Il y avait des Rwandais, mais il y avait également des Ougandais, et puis des Américains, forcément, parce qu'il y a des jeux d'influence entre les grandes puissances. Donc ici, si l'acteur humanitaire méconnaît, enfin, je ne pense pas que tous méconnaissent, si on néglige plutôt ce type de rapport, forcément, on finit par être soit instrumentalisé ou être baladé de gauche à droite. Donc ici, d'autant plus, vous avez souligné, c'est vraiment un des pires drames de notre époque contemporaine. Et encore actuellement, on a des tueries, et encore actuellement, on a un pillage des ressources de ce pays qui est extrêmement riche. Il y avait le diamant, il y avait l'or, il y a le coltan actuellement. Donc, si on ne parle pas de ça, on ne peut pas vraiment comprendre la complexité de ce qui se joue là-bas. On a parlé de la guerre du Congo comme de la Première Guerre mondiale africaine. Je trouve que c'est un peu emphatique comme formulation, mais ça indique quelque chose de réel tout de même, c'est-à-dire l'engagement d'un grand nombre de pays, surtout de pays africains. Oui. C'est pour ça que il ne faut pas exagérer, mais vous avez tout à fait raison. Les Américains sont embusqués, voire plus qu'embusqués, sont engagés activement dans la quête de matières premières, les Chinois également, les Européens ne sont pas tout à fait en reste, même s'ils sont moins actifs, peut-être parce qu'un peu moins rapaces, je ne sais pas, ou un peu plus timides, vu le passé de l'Europe. Enfin, et puis je ne suis même pas tout à fait sûr que ce soit en retrait, enfin, je n'ai pas les données précises, mais à un niveau, disons, un niveau d'examen assez général, vous avez
entièrement raison. Cela dit, c'est l'occasion aussi de constater qu'il ne suffit pas d'être conscient de cela pour échapper à l'instrumentalisation. Hein. Bon, ces acteurs, ils sont là, les grandes puissances, les moyennes puissances, les petites puissances, ils sont tous là. Ce qui me frappe tout de même, puisqu'on parle de ça, c'est l'impunité. Je ne parle pas ici d'impunité juridique, hein, je parle d'impunité symbolique, politique. L'impunité dont jouissent l'Ouganda et le Rwanda. Vous avez fort bien rappelé, j'aurais dû le faire tout de suite, et vous avez raison de le rajouter, que l'Ouganda est lui aussi, l'Ouganda, autre chouchou des États-Unis en Afrique, est lui aussi impliqué jusqu'au cou dans cette stratégie de conquête, de terreur, d'attisement des conflits et, in fine, de pillage des immenses ressources de l'Est du Congo. Et ce qui est frappant, c'est de voir l'ignorance, je ne dis pas l'ignorance au sens cognitif, mais au sens pratique, l'ignorance dont les diplomates font preuve lorsque, par exemple, on discute du règlement du conflit dans cette région. On parle de la guerre du Congo comme s'il s'agissait d'une guerre civile cantonnée à l'intérieur des frontières, et comme si le Rwanda et l'Ouganda n'avaient rien à y faire, alors même que, bien évidemment, ils sont très largement à l'origine, et pas seulement à l'origine, mais disons à l'initiation du conflit, mais aussi à son développement, à son amplification, à son entretien dont ils tirent un très grand profit. Vous pensez qu'il y a là une ignorance de la part de ces diplomates, plutôt d'une hypocrisie en fait? Non, quand je disais ignorance, non pas au sens cognitif, mais au sens pratique, je voulais dire que délibérément, ils n'en parlent pas.